Eh bien, bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes les femmes digitales. Je suis censée aujourd'hui vous parler du futur de l'économie numérique. Eh bien, je vais commencer par le présent. En fait, je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, mais le numérique investit toujours plus notre quotidien et on sait que ça révolutionne, ça fait évoluer assez fondamentalement nos modes de communication et nos modes de consommation. Alors, si on regarde au niveau mondial, eh bien, les chiffres témoignent de cette déferlante numérique. Alors, j'ai fait comme toute femme digitale qui se respecte, je suis allée glaner justement ces chiffres sur Internet. Et vous pouvez bien sûr imaginer que ces chiffres bougent très vite. Mais je vais essayer de vous livrer les plus récents que j'ai pu trouver. Donc je ne les connais pas par cœur, je vais regarder mes notes. Donc c'est 6,5 milliards de téléphones portables, c'est 3 milliards d'internautes, c'est 15 milliards d'objets connectés, 90 milliards de mails échangés et 1 milliard de recherches Google effectuées chaque jour. Alors, c'est vrai que ces chiffres donnent un petit peu le vertige. Alors, on va rentrer dans une dimension un petit peu plus humaine. On va regarder le cas de la France. Eh bien, pour la France, ce sont près de 55 millions d'internautes, 72 millions d'abonnements au téléphone portable et encore 28 millions d'utilisateurs actifs sur Facebook. Et ça, c'est à rapporter par rapport à la population française, qui oscille autour de 66 millions, ce qui veut dire qu'on a un taux de pénétration du numérique qui est assez élevé en France, mais qui est en fait assez comparable avec la moyenne européenne. Alors, du point de vue de l'économiste, eh bien, au niveau de l'économie numérique, eh bien, ça représente aujourd'hui 5,5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse qui est créée chaque année. C'est déjà plus important que les services financiers. Et ça se rapproche à grands pas du poids du secteur de la construction qui est autour de 6%. Alors cela recouvre quoi? Si on regarde par exemple du côté de la demande, eh bien ça recoupe les ventes de biens et services numériques, comme bien évidemment les PC, les tablettes ou les smartphones. Est également pris en compte le e-commerce, donc les dépenses sur Internet qui ont atteint à peu près 65 milliards en 2015, ainsi que l'investissement des entreprises dans le matériel informatique, les logiciels et les télécommunications. Mais je dirais en fait que le numérique, eh bien, c'est bien plus. Parce qu'en fait, la comptabilité nationale aujourd'hui n'arrive pas à capter l'étendue de cette révolution numérique. Autrement dit, par exemple, eh bien, le produit intérieur brut n'intègre pas l'usage d'Internet pour les transactions entre particuliers. Il n'intègre pas non plus les services gratuits offerts sur Internet, ni le gain de temps réalisé via l'utilisation des moteurs de recherche ou l'utilisation des plateformes de réservation, par exemple. Et encore moins, d'ailleurs, l'échange de connaissances et de savoir et l'accès facilité à l'éducation et à la culture. Mais on voit bien dans tous les cas que ce numérique eh bien, est un vecteur d'une véritable transformation planétaire qui irrigue tous les pays et tous les secteurs de l'économie. Et évidemment, comme tout processus profond de transformation, eh bien, le numérique suscite des angoisses, des peurs, face notamment aux menaces de destruction de valeur et de chômage technologique de masse. Alors, il est vrai qu'avec l'arrivée des nouveaux acteurs du numérique, eh bien que la pression concurrentielle s'intensifie sur les acteurs traditionnels, qui sont à leur tour contraints en fait de se réinventer pour intégrer pleinement cette révolution digitale. Alors, en quoi le numérique intensifie cette pression? Eh bien, parce que derrière, c'est un facteur très puissant de transformation des chaînes de valeur. Alors c'est un modèle, on le sait, disruptif, qui est centré sur le client, sur le consommateur, avec une mise en relation beaucoup plus directe, une plus grande transparence au niveau des prix et une personnalisation des produits et des services, avec au passage d'importants gains de pouvoir d'achat pour les consommateurs.
Il s'agit en effet le plus souvent d'une manière de réenchanter l'expérience client. C'est bien l'idée qu'on va avoir un accès aux produits et aux services beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, et ce en temps continu. On a des usages qui sont simples, on a dit des tarifications claires et souvent très compétitives, et puis aussi une capacité de dialogue permanent avec les réseaux sociaux, au sein des réseaux sociaux et des sites marchands, c'est-à-dire que vous vous retrouvez davantage dans une relation de partenariat. Donc on voit bien que ça modifie profondément la manière dont les consommateurs et les entreprises s'informent, communiquent, produisent et commercent. Et je dirais que c'est un monde à la fois de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'intrapreneuriat, où en fait les concepts originaux, les nouvelles idées, se transforment très rapidement en business et créent de la valeur sans qu'il soit besoin d'avoir un investissement capitalistique très onéreux qui, dans le passé, a souvent été une barrière à l'entrée. Autrement dit, cette révolution digitale, ce n'est pas une révolution capitalistique. On ne va pas construire de grandes usines, de grandes infrastructures très lourdes. C'est vraiment ce qui est en jeu, c'est plutôt un capital immatériel et un capital humain pour générer justement ces nouvelles idées et cette créativité. Et donc c'est un monde ouvert où la créativité, bien évidemment, peut s'exprimer pleinement. Et de ce point de vue, je dirais que les femmes ne manquent ni d'idées ni de créativité, bien sûr, pour être partie prenante de cette révolution. Par ailleurs, le numérique favorise, on le sait, le fonctionnement matriciel et transversal, où le collaboratif et le travail en mode projet s'avèrent indispensables, justement pour faire émerger ces bonnes idées et avoir un peu d'émulation en termes de créativité. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nos organisations qui sont habituées plutôt à une culture de silo et également qui sont très hiérarchiques. Ce qui veut dire que le rôle du manager doit évoluer. Le manager doit être moins dans le contrôle, il doit davantage avoir un rôle de facilitateur. Et je dirais encore de ce point de vue, les femmes ont leur rôle à jouer et je dirais qu'elles ont des atouts à faire valoir puisque ces nouveaux modes de management ont selon moi un vrai ADN féminin. Alors je terminerai sur le côté du marché du travail, parce que ça inquiète beaucoup de monde. C'est vrai, si on regarde le numérique, c'est aujourd'hui à peu près 3,3% des emplois salariés en France. Donc on a vu, c'est à peu près 5,5% de la valeur créée, mais seulement, comme je le disais à l'instant, 3,3% des emplois. Autrement dit, il y a quand même des questions sur la capacité créatrice en termes d'emploi de cette révolution digitale. Et ce, d'autant que comme dans toutes les révolutions industrielles, le numérique est susceptible de détruire un certain nombre d'emplois. Il y a un certain nombre d'études sur le sujet. Vous en avez une notamment de l'université d'Oxford, alors qui concerne essentiellement des États-Unis, qui aurait tendance à démontrer qu'à peu près 47% des emplois américains seraient potentiellement à risque de numérisation. Alors une même étude avec la même méthodologie du cabinet Roland Berger ramène cette proportion autour de 40-42% en France. Alors il est vrai que, si à titre d'exemple, pour vous montrer ce qui est un peu menacé en termes d'emploi, on sait que l'automatisation des processus de production industrielle, avec notamment le développement des usines intelligentes, on est dans un Internet des machines qui communiquent entre elles dans un cyberespace intelligent, ça laisse présager en fait de la poursuite du lent déclin de l'emploi industriel. On sait qu'aussi on a des enjeux, par exemple, dans le secteur des transports ou de la logistique, avec l'avènement des solutions de mobilité sans chauffeur, donc ces véhicules autonomes, ou la robotisation intensive en fait, des chaînes logistiques, ça met effectivement sous pression un certain nombre d'emplois, tels que les chauffeurs routiers, les conducteurs de bus ou de métro, mais également les magasiniers ou les caristes. On a aussi, bien évidemment, la généralisation de ce e-commerce et la numérisation des points de vente qui, en fait, pèsent sur l'emploi des vendeurs et également des caissières qui ont tendance à disparaître. Et puis, la révolution numérique, et ça, ce qui est assez nouveau, elle met sur le grill un certain nombre de métiers
qualifiés à fort contenu intellectuel. En effet, la numérisation des données et leur traitement par des machines de plus en plus intelligentes et surtout apprenantes, mettent en péril un certain nombre de métiers dont justement le cœur de business est l'analyse de données. Ce sont par exemple les comptables, les juristes ou les analystes financiers. Mais en fait, si on y regarde bien, il est moins question de disparition programmée pour ces métiers que de transformation. On va numériser ce que l'on peut numériser, mais ça veut dire qu'on va dégager du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée et des activités probablement avec une plus forte composante relationnelle, car celle-ci, elle n'est pas numérisable. Et donc, on va avoir au cœur, justement, cette valeur ajoutée du conseil et un conseil de plus en plus personnalisé. Et puis, bien évidemment, on va avoir l'émergence de nouveaux métiers. Alors, on aura besoin des experts en technologie informatique et en cybersécurité. Et puis, surtout, on va avoir besoin de compétences statistiques et quantitatives pour traiter cette masse de données qu'on aura sur ce système nerveux planétaire. C'est un moyen de mieux connaître le client, les clients, et aussi d'anticiper leurs besoins. On dit aujourd'hui que le big data, en fait, sera l'or noir du 21e siècle. Et probablement à raison. Aujourd'hui s'échange en 10 minutes la masse de données qui s'échangeait en un an il y a 10 ans. Et à peu près 80% de ces données sont aujourd'hui inexploitées. Et on sait que les entreprises qui sauront utiliser ces données en tireront probablement un avantage comparatif certain. On aura également besoin de services de proximité pour assurer l'installation, la connexion, le paramétrage, l'entretien de tous ces objets connectés. Je vous ai parlé de 15 milliards d'objets connectés. On estime que d'ici 5 à 10 ans, ils seront 100 milliards. Donc vous imaginez la marge de progression. Alors bien évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive, dans la mesure où beaucoup d'experts nous disent aujourd'hui en fait que 40% des métiers de demain ne sont pas encore aujourd'hui identifiés. En revanche, on sait qu'on a des enjeux dès aujourd'hui. Et je pense que je vais relayer ce qui a été dit par Gilles Babinet, à savoir qu'on a des enjeux du côté de l'éducation et de la formation. On a des enjeux pour effectivement préparer les générations futures aux métiers de demain et surtout éviter une fracture numérique dès le plus jeune âge. Et puis, on a des enjeux de formation continue des collaborateurs de manière à leur faire acquérir ces compétences numériques. Et je dirais vraiment que pour finir, c'est un vrai défi si on veut justement faire de cette révolution numérique une opportunité pour tous et bien sûr pour toutes. Je vous remercie.